France Maghreb 2. En tout cas, cette proposition que Emmanuel Macron a justifiée, cette règle. Si, ça, c'est du racisme. Faut arrêter de mettre il y a tellement d'affaires de vrai racisme politique et de vrai racisme médiatique en France pour pas dire que. Bon, enfin bon, Mehdi, il faut quand même admettre que ceux qui voulaient venir faire des études en France, et ils sont nombreux d'ailleurs, il y a qu'une certaine catégorie qui vont pouvoir le faire, à savoir les riches qui viennent d'Afrique et d'ailleurs. Exact. Pour le reste, ils vont pouvoir niet, y a rien. Et tu peux pas dire que le fait de limiter l'accès va faire baisser ou augmenter, augmenter justement le niveau en fait et le prestige. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais tout à l'heure, vraiment sur le fait que on peut pas avoir la même politique qu'auparavant. Je suis d'accord, mais clairement le fait de toucher à ça, je trouve sincèrement que c'est un point, c'est grave. Alors une dernière chose concernant le niveau des universités françaises. Il n'y a qu'à prendre le classement des universités mondiales, regarder lesquelles sont en tête et regarder quel est leur coût d'entrée et quel est le coût pour étudier dans c'est ce que fait Macron. C'est quelqu'un qui a une vision élitiste de la société. Exactement. Toujours sa théorie du ruissellement. Exactement. Et il veut l'appliquer aux universités. Mais c'est pas une bonne chose. Ça se défend. Alors c'est pas système à l'américaine. On va prendre l'avis de Nabil, si vous voulez bien, qui nous appelle au 01 40 33 9000 parce que les auditrices et auditeurs vous entendent, vous écoutent et ils ont certainement des choses à dire ou à redire. Nabil, bonjour. Bonjour. Bonjour Nabil, il nous appelle de la route. C'est ça. Bon, alors Nabil, vous entendez là, Audrey et Mehdi parler des universités et des frais considérables qui ont été augmentés, multipliés par 16, le disions-nous, et le président Macron qui justifie donc cette augmentation. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Nabil? Moi, je suis pas d'accord du tout d'ailleurs. Ah, alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Nabil? Pour une raison. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on fait payer les étudiants étrangers, automatiquement, de fil en aiguille, on va passer à on va dire que ce sont on va dire que les universités ont des subventions de la part des étrangers et donc l'État ne va plus subventionner les universités. Et à partir de ce moment-là, ça va être des universités privées telles que comme aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Et ensuite, je dirais qu'ensuite, à partir du moment où les étrangers ne viendront plus étudier ici et donc ne pourront plus. Ils ne pourront plus, ça coûte trop cher. Ne pourront plus rester ici pour trouver du travail. Donc ensuite, on va dire que c'est un cercle vicieux. Parce qu'à partir du moment où on manque de cerveau, on va toujours chercher des cerveaux à l'étranger. Mehdi? Je suis pas sûr, j'ai pas le même raisonnement que notre auditeur, mais là on dérive tout de suite sur le travail et c'est exactement le nœud du problème. Les étudiants étrangers qui restent par la suite en France pour travailler. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, quand je dis qu'on peut pas faire la même politique à tous les moments, dans toutes les époques, aujourd'hui il faut reconnaître que la situation française est tendue. Si on ouvre les portes de l'université comme on l'a fait autrefois, à ce moment-là, d'un autre côté, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait un retour de bâton d'une partie de la population française qui ait du mal, justement, à se reconnaître dans son pays parce qu'elle se dit, attends, moi je paye des impôts ici et c'est des enfants d'autres personnes qui vont bénéficier de l'éducation nationale française. Donc, qu'il y ait une participation, c'est pas quelque chose de choquant. C'est pas fermer les portes aux étudiants étrangers. C'est dire, excuse-moi, d'augmenter par 16 les frais d'inscription, c'est quand même mettre une barrière, Mehdi. Oui. Non, mais augmenter par 16, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu pars de 250 €. En effet, tu regardes dans d'autres pays, c'est ridicule, 250 € comme frais d'inscription. Ouais. Et honnêtement, de toi à moi, pour un an d'études à la fac, alors je suis pas sûr que ce soit simplement 250 €. Faudrait nous donner les chiffres exacts parce que moi de mémoire c'était quand même plus que ça. Mais si c'est ça le chiffre, en effet, pour un accès en licence première année, 250 € pour le frais d'inscription d'une année qui va passer à 2500 €. Pour moi, c'est juste déplacer le problème. Et tu peux pas te dire aussi que ça peut être un formidable potentiel, justement, tout simplement pour notre pays, quoi. Parce que même si c'est des étudiants étrangers qui vont repartir, c'est quand même un potentiel pour la France. Enfin, donc. Et pour les pays d'origine. Mais et pour les pays d'origine. Et les deux. Et je vois pas en quoi ça me pose problème.
Vraiment. Non, mais moi, franchement, c'est ça. Moi, pour moi, ça participe, honnêtement, hein, c'est le fait que des étudiants étrangers déjà soient obligés de devoir émigrer pour aller trouver un enseignement de qualité. Déjà, ça me pose problème parce que ça en dit long sur l'état de l'enseignement supérieur dans certains pays. Eh ben oui. Mais en plus, par la suite, bien souvent, forcément, quand on fait cette étude en France, on a envie d'y vivre par la suite. C'est normal, c'est un beau pays. Il y a des opportunités professionnelles qu'il n'y a pas forcément dans les pays d'origine, et on contribue par ce genre de politique à appauvrir justement les pays d'origine. Mais pas forcément, justement, ça peut augmenter le PIB, au contraire. C'est-à-dire c'est-à-dire que si tu développes des talents, et le fait qu'ils travaillent en France, justement, ça augmente la richesse. Je parle des pays d'origine. Justement, toi, les talents, tu les prends dans les pays d'origine. Moi, je parle de l'intérêt pour les pays d'origine. Ouais, mais Ils les prennent toujours dans les pays d'origine. Hein. Je suis dans l'informatique et actuellement, ils recrutent toujours au Maghreb. Voilà. Ouais, c'est qu'il y a des têtes, il y a des cerveaux là-bas, hein. Et le fait de promouvoir la francophonie, Mehdi, comment ils vont faire là? Ça va être plus dur maintenant. Ils iront voir ailleurs. Écoute, mon cher Christophe, on a un président qui arrive à faire l'exploit d'être complètement impopulaire dans son pays, de voir des après-midi, des semaines, des mois de manifestations et de casse, et d'aller donner des leçons à l'étranger. Donc je pense que ça lui posera pas de problème d'aller donner des leçons sur la francophonie en fermant les visas d'un autre. Vu sous cet angle, oui, effectivement. Merci Nabil, en tout cas, pour ton avis. À très très bientôt. Alors justement, la question par rapport à ce grand débat, ce 5e rendez-vous qu'a effectué hier le président Macron à Évry-Courcouronnes pour la première fois en banlieue. Il sera par ailleurs jeudi d'ailleurs dans une visite de terrain dans le cadre du grand débat national. C'est à Autun, en Saône-et-Loire, pour rencontrer des élus cette fois-ci et des jeunes du Morvan. Alors, est-ce qu'il en fait trop, le président Macron, là, avec sa participation dans le grand débat? Est-ce qu'il est en train de confisquer le grand débat, justement, par ses rendez-vous? Et la question que je vous pose, moi, aujourd'hui, est-ce que finalement, il n'en profiterait pas pour faire campagne d'ores et déjà pour les européennes, là, en s'octroyant comme ça des temps de parole assez longs, puisque hier, il a encore, ça a encore duré 6 heures, cette histoire. Bon, il n'a pas parlé pendant 6 heures, hein, soyons précis. Mais en tout cas, il a échangé. Est-ce que faut quand même y voir une espèce de campagne un petit peu à l'avance pour les européennes, là? Moi, je me pose la question, je vous la pose aussi. En ce qui me concerne, je suis assez mitigée sur la question, en fait. D'un côté, on peut pas reprocher à une personne de ne pas s'investir, justement, puisque vu le contexte, on lui reproche justement de ne pas de faire la sourde oreille sur un certain nombre de questions dont il est en train de s'exprimer. Mais d'autre part, effectivement, on peut se poser la question sur sa sincérité, parce que faut pas oublier que ça reste quand même un showman, hein, on va pas se mentir. C'est un professionnel de la communication, comme tous les politiques, mais en l'occurrence, il est particulièrement doué et il sait très bien qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vu le contexte, le grand débat, c'est un petit peu la dernière chance d'être crédible auprès des Français. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il peut avoir tendance à vouloir en rajouter parce que c'est dans son tempérament, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis mitigée. Alors, est-ce qu'il en fait trop, Mehdi, là? Est-ce qu'il est en train de prendre un temps de parole pour les européennes et ainsi faire campagne au travers de ces rendez-vous du grand débat? C'est une tournée de rockstar, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est une grande mascarade. Il se donne en spectacle. Et d'ailleurs, pour moi, personnellement, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que ça me conforte dans mon idée qu'il n'était pas prêt à prendre le pouvoir, parce que ça, c'est des choses qui se font avant de prendre le pouvoir, si on veut consulter. Oui, il est en campagne. On dirait qu'il est en campagne là. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Mais il est clairement, enfin, il est en campagne. Oui, il essaie de remonter dans les sondages, parce que mine de rien, la prochaine élection sera bientôt là. Ouais. Ça fait c'est 2022, c'est ça? Oui, la prochaine présidentielle, oui. Entre-temps, il y a les européennes au mois de mai là. Et par ailleurs, le mandat est encore long, il reste encore 3 ans, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de redresser la France. Et pour avoir les mains libres, il n'y a pas le choix que d'avoir avoir beaucoup l'opinion publique avec soi. Mais c'est une mascarade aussi de la part des élus locaux, parce que quand je vois tous ces maires, pourquoi?
Mais quand je vois tous ces maires venir se plaindre comme des lambdas que l'État ne ferait pas assez pour eux, qu'ils ont leurs problèmes, qu'il y a des travaux qui durent sur la nationale 12 depuis 6 mois. Non mais c'est normal quand même. Quoi. Bah si. C'est normal qu'ils saisissent l'occasion. Tu peux pas. Alors moi c'est simple. Honnêtement. Et là pour le coup, si le président de la France est là pour faire ce genre de show et pour aller aider la petite dame à traverser et pour aller aider le petit jeune du quartier à aller trouver un stage dans la boîte de son... Non, un président de la France, c'est quand même quelque chose de... L'idée qu'on a de la France et de son président, c'est quand même quelque chose d'estimable. Et là, il est en train de faire du mauvais Castro ou du mauvais Chavez qui à l'époque, vous savez, faisait des émissions de radio pendant 3, 4, 5 heures où il répondait d'ailleurs à sa population. Donc mine de rien, c'est quand même assez ironique que d'un côté, enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, non, clairement, il est en train d'abaisser la fonction présidentielle à un point jamais atteint. Et pourtant, c'est quelqu'un qui semblait avoir une certaine image de lui-même. Tu penses que, en fait, ce que tu sous-entends, c'est que le fait qu'il veuille, je dis bien entre guillemets, se rapprocher des gens, ça serait, ça produirait l'effet inverse. C'est ça que tu veux sous-entendre? Pour moi, oui. Après, pour les autres électeurs, je n'en ai absolument aucune idée. Mais pour moi, voir un président faire ce qu'il est en train de faire, pour moi, ce n'est pas une stature présidentielle. Un président n'a pas à aller au milieu de la foule, aller de temps en temps pour serrer quelques pognes et se montrer. Mais il n'a pas à aller à parler 6 heures avec des gens à propos de problèmes qui concernent... Comment? Comme tu l'as remarqué, il est comme ça, avant même qu'il y ait le début des Gilets jaunes. On se souvient des photos super in avec les jeunes. Bah voilà, exactement. Donc en fait c'était ridicule. C'était ridicule. Mais alors là, pour le coup, je suis d'accord. Et effectivement, en cela, je suis d'accord sur le fait qu'il rabaisse la fonction présidentielle. Mais quand tu regardes bien, depuis le début, il est comme ça, en fait. Il est comme ça. En fait, je crois que c'est vraiment dans son tempérament. Donc c'est pour ça, en fait, le fait de se poser la question de se dire est-ce qu'il en rajoute ou est-ce qu'il en fait trop par rapport aux élections. C'est pour ça que je suis mitigée. C'est probablement le cas, puisque de toute façon, ça reste info de dernière minute, pardon de te couper, mais la fameuse loi loi Casseur, a été adoptée, votée à l'Assemblée nationale, donc par 387 votes contre 92, 387 voix donc qui ont voté pour cette loi Casseur qui fait beaucoup de bruit et beaucoup de débats, et certains de En Marche, dont Aurélien Taché qui était notre invité hier, a voté contre. Il y en a quelques-uns de chez En Marche qui ont voté contre cette loi qu'ils considèrent un peu liberticide. Alors revenons avec les auditeurs au 01 40 33 9000. Est-ce que vous pensez qu'il en fait trop, Emmanuel Macron, là, avec sa participation pendant des heures et des heures? C'est interminable, avec chacun qui vient apporter ses doléances devant le président de la République. C'était hier, et pour la première fois en banlieue, dans le 91, à Évry-Courcouronnes, capitale de l'Essonne. Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce que surtout cette parole qu'il prend, qui s'octroie là pendant plusieurs semaines au travers du grand débat, est-ce qu'il n'est pas un peu beaucoup en campagne là pour les européennes? Il a quand même une grosse carte à jouer quand même pour les européennes. Rappelons que cette élection est pour la plupart du temps extrêmement boudée par les Françaises et les Français. Pour faire clair, les européennes ils s'en tapent, les Français ils votent très peu, et s'il y a une petite victoire à prendre à la clé, ça serait pas de refus pour le président Macron. Ça pose quand même question, et je suis même assez étonné que d'ailleurs que l'opposition ne se saisisse pas de ce sujet pour dire mais attendez, là il est en train de parler, il va parler pendant plus de 2 mois, il y a des élections au mois de mai, il y a peut-être à un moment quand même va faire décompter son temps de parole quand même dans les médias, je sais pas, d'autant plus que ces rendez-vous sont retranscrits, sont diffusés en direct. C'est là où ça pose problème, Mehdi, Audrey, là. Ah oui, j'ai eu l'occasion de voir dernièrement, ces derniers jours, justement, quand mon petit séjour à l'hôpital. Donc du coup, je regardais ça. C'était hyper intéressant de voir que le rapport à ses interlocuteurs était juste effarant. 01 40 33 9000. Kamel de Montreuil est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, tes collaborateurs. Bonsoir mon cher Kamel. On peut pas faire une pause et parler du Super Bowl. J'ai adoré la prestation de Gladys Knight. Ah ouais, non, j'y connais rien moi au Super Bowl. Bonne fin d'après-midi. Ouais, merci Kamel. Ok, pour le Super Bowl. Je sais pas, il y a des amateurs. C'est-à-dire que moi je m'y connais pas non plus. Fut un temps, d'accord. Super Bowl, c'est vrai que c'est très suivi aux États-Unis.
Oui. Un truc de malade. Sport Ça national. fait des audiences de record, Ah et tout. ouais. Bon, Kamel avait envie de nous parler du Super Bowl. Non mais Mehdi, là, le temps de parole de Emmanuel Macron, faut le décompter là de la campagne des européennes. Je suis pas certain que ce soit vraiment, alors qu'il soit en campagne personnelle, ça c'est ce que tu nous disais en tout cas. Hein. Voilà, mais qu'il soit en campagne pour les européennes, je suis pas certain que ce soit un de ses objectifs, et ni un des objectifs de En Marche d'ailleurs. Sinon ils auraient, non, je pense pas que ce soit vraiment ça. Il est vraiment là dans la conquête de l'image pour reconquérir son pouvoir à lui. Exactement. Je pense que la bataille des européennes est quasiment, perdue. Je me lance dans un pronostic, mais pour moi En Marche ne sera pas premier aux européennes, ça va certainement pencher beaucoup plus à droite, LR et Front National, puisque je continue plus Front National que LR. LR, ils sont complètement à la déconfiture là. Oui, mais oh là là, tiens, bon mot de Wauquiez et de toute la fine équipe. Non, ils ont toujours un fonds de commerce. Ces grands partis ont toujours un fonds de commerce et surtout des élus avec des équipes en région qui peuvent leur permettre de gagner des élections. Donc élections européennes, j'en suis pas convaincu. Image personnelle et remontée dans les sondages à 100%. Le fait que l'opposition ne se saisisse pas quand même de cette problématique, Audrey, c'est surprenant, non? J'ai quand même Enfin, si tant est qu'il en reste une opposition d'ailleurs. Hein. Oui, bon, Marine Le Pen, c'est quand même Ah bah elle, Marine Le Pen, elle a plus rien à faire, on travaille pour elle, hein, voilà, donc tout va bien. Voilà, en fait, alors ça là-dessus, je suis d'accord, mais bon, elle a quand même donné sa petite touche sur le fait que oui, bon bah voilà, je la cite, il a fait son show, bon bah ok, mais bon après, une fois qu'on a dit ça, on s'en rend compte par nous-mêmes, donc oui, je suis assez d'accord que l'opposition n'est pas très performante sur ce point-là. L'opposition, est-ce qu'elle propose, est-ce qu'elle est performante, mon cher Mehdi? Quand je parle d'opposition, je parle de la France Insoumise, je parle de ce qui reste des socialistes, je parle de ce qui reste des LR et des RN, du Front National. Est-ce que vous la trouvez à la hauteur des enjeux là pour le coup? Non, l'opposition, mais j'ai envie de dire la classe politique française actuelle est dévastée. Oui. C'est un champ de ruines. C'est un champ de ruines. Il y a plus de Voilà, je veux dire, il y a plus d'opposition, ça c'est clair. Mais il y a plus d'opposition au sens premier du terme. Ouais. Il n'y a plus d'opposition réelle entre les gens. Tout est flouté, les barrières s'effacent. On a envie d'aller chez les uns, chez les autres. Regarde aujourd'hui, par exemple, des En Marche n'ont pas voté la loi, mais tu peux être certain que dans d'autres cas, ça va être le contraire. Et au-delà de ça, il y a une médiocrité ambiante qui s'est emparée de la classe politique française depuis... ça date d'avant LR, mais là on est vraiment dedans, parce qu'à la rigueur, cette médiocrité était autrefois, masquée par des vieux briscards qui avaient une telle connaissance du système qu'ils arrivaient encore à nous faire passer quelques vessies pour des lanternes. Aujourd'hui, on est vraiment face à de droite à gauche, à quelques exceptions près, à une classe politique médiocre. En tout cas, les quartiers populaires, on en a parlé hier à Ivry-Courcouronnes avec des élus, donc avec des chefs d'associations qui étaient présents ici. Il y avait un parterre de 300 personnes environ. Ils ont échangé, chacun a apporté ses doléances. Ça n'a pas toujours été facile pour le président parce qu'il a dû faire face quand même à quelques critiques et pas des moindres. Les quartiers populaires, est-ce que ils sont toujours aux abonnés absents de nos politiques et pourquoi d'ailleurs? Y a-t-il une raison? Est-ce que parce que les quartiers populaires justement ne votent pas, que les politiques ne s'y intéressent pas? Je sais pas, je pose la question, moi, Mehdi. Pourquoi cette absence des quartiers populaires? Ouais. À la rigueur, ça c'est quelque chose que je mettrais au crédit de Macron pour le coup, parce que politiquement, il n'était pas obligé d'aller en banlieue parisienne là pour faire son show. Les quartiers populaires n'étaient pas présents. Comment? Ça fait un peu cours des miracles. Tu vois la façon dont tu dis ça. C'est pas non plus, c'est pas des territoires de non-droit. Hein. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est pas dans ce sens-là que je disais ça. Ah, il n'était pas obligé, c'est-à-dire que étant donné que la question des quartiers populaires est absente, grosso modo, des débats depuis le début des mouvements des Gilets jaunes, ce sont les insurrections des Gilets jaunes qui ont provoqué ce grand débat national, et que la question des quartiers, la question, grosso modo, des populations immigrées est quand même relativement mise sur le côté. Il n'était pas obligé d'aller faire ça là-bas. Il n'était pas obligé d'aller discuter avec ces gens-là. Discuter, façon de parler, se présenter. Pour redorer son image, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Oui, mais c'est pas des quartiers où on vote. C'est des quartiers, honnêtement, politiquement, il y a que des coups à prendre. Ça me dérange. Mais pourquoi ça te dérange? C'est une réalité, Audrey. On ne vote pas dans les quartiers populaires. Non, ça voudrait dire que tous ceux qui habitent dans les quartiers populaires ne sont pas français. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'est des gens qui ne se sentent pas impliqués. Voilà. Ils se sentent pas impliqués. Et c'est une réalité. Je veux dire, il y a qu'à voir les chiffres d'abstention.
par exemple, à toutes les élections en général, le taux d'abstention est record dans les quartiers populaires. Beaucoup moins que dans la France rurale, on va dire. Il y a une dépolitisation totale des quartiers populaires. C'est pas inhérent à la France, hein. C'est pas inhérent à une certaine type de population. C'est inhérent à généralement les catégories socio-professionnelles les moins élevées sont les moins impliquées. Mais c'est quasiment dans le monde entier. Parfois il y a des réveils, parfois il y a des repolitisations et on milite pour ça justement. Mais à l'heure actuelle, et c'est en ce sens-là que je dis que Macron pour le coup, n'était pas obligé. Il ne s'est pas servi de cela pour sa com. Et dans les déclarations qu'il a eues d'ailleurs vis-à-vis des quartiers populaires, il n'a pas été aussi populiste que d'autres candidats, d'autres présidents ou d'autres hommes politiques auraient pu l'être. Ouais, mais c'est peut-être aussi un moyen de récupérer des votes aussi, tu vois. Non, c'est vraiment pour l'image de donner l'image d'un président qui rassemble le plus largement possible. Le gain électoral en Seine-Saint-Denis, je suis pas sûr qu'il soit. Oui, mais pareil, les quartiers populaires, c'est pas que la Seine-Saint-Denis, quoi. La preuve, il était en Essonne hier. Voilà. Il était à Ivry encore. Ouais, bien sûr. Il retourne dans la ruralité. Jeudi, il sera à Autun. Voilà, au fin fond de la Bourgogne, là-bas. Voilà. Avec les jeunes. Bon. Eh bien, on va suivre ça de près. Allez, dans un instant, et n'y voyez absolument aucun rapport. On va faire un petit tour par les urgences avec Audrey Pronosti dans son avis tranché. Et on va faire un petit tour du côté de l'Algérie parce qu'il se passe des choses. Bouteflika serait en direction d'un 5e mandat, visiblement, d'après les informations. Qu'en pensez-vous? Vos réactions nous intéressent. Bouteflika, 5e mandat. 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, on va parler de l'Algérie puisque on se dirigerait vers une candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat et beaucoup de questionnements par rapport à cela. On en reparle évidemment dans un instant. Mais mon cher Mehdi, on va faire un petit tour par les urgences. Peut-être que tu as déjà eu l'occasion d'y aller, Mehdi. Aux urgences, eh bien, Audrey Pronosti en a fait les frais. Et elle en fait donc un avis tranché que vous allez pouvoir découvrir ici maintenant pour nous dire un petit peu comment s'est passé son séjour aux urgences et apparemment pas top si j'en crois donc cet avis tranché qui démarre maintenant. Voici le jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Un petit tour donc par les urgences avec Audrey Pronosti pour cet avis tranché. Aïe, en effet, comme dirait l'autre, aujourd'hui je pars en croisade contre l'État avare représentant tous les quartiers de France et de Navarre. Un bien lourd problème qui dure depuis des décennies. Nos chers gouvernements successifs se sont évertués à faire de nos hôpitaux des entreprises au fil du temps. L'hôpital public est devenu pathogène, déjà anxiogène. Résultat des courses... Et oui, c'est bien de cela dont il est question, de cela dont je vous parle de santé. Bien que ce soit un droit inaliénable et surtout vital, qui n'a pas connu au moins une fois dans sa vie l'enfer des urgences, entre parenthèses, enfin, quoique, cette fameuse début d'histoire dont on connaît tous le début, mais surtout pas l'heure de fin. On repassera, alors tout n'est qu'incertain. Il faut le vivre, oui, c'est juste le parcours, mais le parcours du combattant. Aujourd'hui, il faut à ce stade faut être motivé pour être malade. Alors, pour le royaume des vivants qui espère être soigné, la moyenne entre l'entrée et la sortie est environ de 10 heures, parfois 15. Et oui, je plaisante pas, que ce soit pour un plâtre ou une maladie bien plus grave. Et c'est de toute façon la même chose. Le manque de personnel est pathétiquement affligeant. Oui, on le sait tous, mais alors là, c'est vraiment un truc de malade de plus en plus. C'est le cas de le dire. Le déficit de la sécurité sociale atteint plus de 6 milliards d'euros. Donc, il faut bien trouver des solutions dites miracles. Je dis bien miracle parce que c'est vraiment le cas de le dire. Seulement voilà, on parle de vie là, on parle de santé, on parle d'humain. Donc, on fait comment ?
Ouais, franchement, on fait comment pour supporter l'insupportable? On subit, c'est ça? Bah oui, bonne nouvelle. Oui, voilà, il va falloir supporter. Une prise en charge effectuée dans les 5 à 6 heures, c'est déjà quand même une belle affaire. Elle est un bon passage, mais alors vraiment un bon passage autant qu'il n'en faut pour bien perdre la tête et justement basculer de service, celui de la psychiatrie. Alors, on en arrive à une robotisation et à la simplification des tâches, mais toujours la même question, où est l'humain? D'un côté les patients qui souffrent, de l'autre côté les médecins qui sont juste en train de craquer, les médecins, les infirmières, les aides-soignants et les directeurs d'établissement, qui suffoquent à leur tour. C'est exactement ce que je viens de dire, le gros craquage. Donc, on subit. Les établissements empruntent auprès des banques, mais les versements des intérêts s'augmentent, l'accroissement des intérêts, augmente. Donc, du coup, on creuse, et les déficits encore grossissent. C'est donc le serpent qui se mord la queue. Et franchement, il y a vraiment pas de quoi rire. Donc, pendant cette longue et interminable attente, forcément, tu as faim, tu as soif. Et puis alors, quand quelqu'un finit par arriver et t'apporter un verre d'eau, après 4 tentatives, c'est comment dire? Oui, en fait, on dirait que c'est le Graal. Alors la question que je me pose, c'est à quoi va ressembler notre avenir sur le plan de la prise en charge des services des urgences demain? Oui, parce que là, concrètement... c'est un vrai problème. Et là, je pèse mes mots et c'est pour ça que j'insiste. On ne parle pas, on parle du meilleur système de prise en charge de santé au monde. C'est ce qu'on nous dit. Mais en définitive, on peut se poser la question si on voudrait pas nous faire accepter une politique du mieux que rien. Voilà, du mieux que rien. Finalement, on a vraiment le choix ou pas de subir? Non, on n'a pas franchement le choix. Ce système de santé qu'on nous impose est celui de notre santé et surtout celui de nos enfants. La médecine à 2 vitesses forcément existe bel et bien. Elle n'est pas accessible à tout le monde, qu'on se le dise. Nous sommes déjà dans un système à l'américaine. Sur ce, il y a urgence et portez-vous bien. Merci Audrey pour ce petit stage donc dans les Audrey. Non, oulala, dans les Audrey. Donc un petit passage par les urgences. Mehdi, ça sent le vécu, on dirait. Hein. Ah ouais, ça sent le vécu. Là, ça sent le vécu et ça décrit exactement ce que de millions de Français ont eu à vivre. L'attente, la difficulté, la mauvaise prise en charge et puis tout ça pour des. Enfin, non, c'est du vécu. Bon, en tout cas, t'as peut-être dû faire face aux urgences, Mehdi. C'est un peu ce que raconte Audrey, là? Ah clairement, oui, il y a strictement aucune exagération dans ce qu'elle raconte. Hein. Elle dépeint un tableau qui est tout à fait réaliste de la situation de l'hôpital public, tout du moins des services d'urgence dans l'hôpital public, hein, clairement. Ouais. Bon, Audrey, j'espère que ça va mieux quand même. Oui, ça va mieux. Bon, après... on n'oublie pas en fait ce genre de passage. Parce que 10 à 15 heures, c'est vraiment j'en rajoute pas quoi. Voilà. Allez, sans lien et sans aucune transition, on va faire un petit tour du côté de l'Algérie. Oui, parce qu'il y a peut-être urgence là, messieurs dames. 01 40 33 9000 pour parler de Bouteflika qui serait en passe de y aller pour le 5e mandat. On en parle effectivement puisqu'il y a eu annonce de l'alliance présidentielle. Il y a eu le Premier ministre qui a parlé aussi, qui a même limite, en disant voilà, il fera pas campagne. Le président Bouteflika, on y va donc peut-être tout droit vers ce 5e mandat que beaucoup ne croyez pas finalement, et pourtant on y est en direction de ce 5e mandat. Mehdi, l'Algérien qui se respecte, est-ce qu'il est inquiet à la veille peut-être d'une confirmation ou pas de ce 5e mandat à l'approche des élections en Algérie pour le mois d'avril, Mehdi? Inquiet et surtout confus, circonspect. Enfin, on pourrait mettre tout un tas de mots derrière ce que je ressens et ce que d'autres personnes qui ont un peu à cœur l'Algérie ressentent. On ne sait absolument pas où on va. Il y aurait juste une petite précision à faire. Je ne pense pas qu'on puisse réellement parler d'un 5e mandat de Bouteflika. Si les mots ont encore un sens, il y aura bien un 5e mandat d'un certain système en place. Mais si c'est Bouteflika, ce ne sera certainement pas Abdelaziz Bouteflika. On a une personne qui n'est plus en capacité depuis maintenant 5 à même 7 ans de diriger quoi que ce soit, ne serait-ce que sa pauvre personne.
Et là, on a tout un système, on a des gens, on ne sait pas exactement ce qui se passe en Algérie, et c'est ce manque de lisibilité de la situation qui inquiète le plus, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Si nous savions exactement ce qui se passait dans certaines arcanes du pouvoir, et qui était face à qui, on pourrait se dire, bon ben voilà, il y a quand même un choix qui va se poser. Mais là, on est vraiment dans l'incertitude la plus totale. Et toute cette opacité qui règne autour du pouvoir algérien, avec nombre d'officiels du monde entier qui se sont déplacés ces dernières années pour faire la photo avec le président en exercice, Abdelaziz Bouteflika, sachant très bien qu'il ne pouvait pas parler, à peine leur tendre la main. Il s'agit visiblement d'un secret très bien gardé en Algérie et à l'étranger. Que va-t-il se passer demain ? Ce sont nos inquiétudes. Les inquiétudes partagées, Audrey ? Bah oui, parce que pour avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec Sofiane Gilali, qui représente justement un parti d'opposition là-bas, il y a quelques semaines, et il m'expliquait son inquiétude aussi. Et effectivement, moi je suis pas d'origine algérienne, mais quand on se penche sur la question. Ouais. On a vraiment de quoi s'interroger sur la légitimité du 5e mandat, et je suis d'accord avec Mehdi sur le fait que ce sera pas Abdelaziz Bouteflika en fait qui restera en place, mais ce sera des personnes qui ont un système et des personnes qui ont tout intérêt à ce que le système perdure, l'ancien système perdure. Ouais. Oui, alors, voilà, il faut savoir une chose, c'est que souvent on parle de l'Algérie, alors on parle souvent des généraux algériens comme s'il s'agissait d'une masse commune et homogène, alors que pas du tout. Hein. Là actuellement, il y a vraiment des luttes de clans, de par ce que j'ai pu lire, de par ce que j'ai pu entendre. Ouais. Il n'y a pas un pouvoir homogène face à cette 5e candidature. Il y a des oppositions très fortes, y compris dans les plus hautes sphères de l'armée algérienne. Alors on a certes le grand général Gaïd Salah qui est du côté, qui serait du côté de cette 5e candidature, mais dans l'état-major algérien, il y a des gens qui ne voient vraiment pas cela d'un bon œil. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est la sociologie historique algérienne, qui fait que l'Algérie a rarement, tout du moins n'est pas souvent un pays de consensus, c'est souvent un pays de rupture. De par sa population, de par la sociologie de sa population, souvent l'Algérie ne transite pas d'un État vers un autre, mais elle casse pour passer d'un État à un autre. D'accord. Et j'espère sincèrement que ce n'est pas ce qui se passera. Bon. Oui, et puis il y a quand même des factions, comme tu viens de le dire, qui se font entre certains partis, même au sein de certains partis, certaines personnalités qui soutiennent justement des anciens généraux. Je fais allusion à Ali Guédiri, et voilà. Et il y a en fait les personnes qui à la base peuvent être ensemble, après vont se séparer parce qu'ils ne soutiennent pas telle ou telle personne qui peuvent prétendre à la succession du pouvoir. Et effectivement, comme tu viens de le dire, Mehdi, c'est le flou artistique, concrètement. C'est le grand flou artistique. Juste pour préciser ce que disait Audrey à propos de Ali Redieré, c'est que certes il s'agit d'un militaire, mais ce n'était pas un général de pouvoir en Algérie. C'était un général comme il en existe beaucoup, et sa candidature doit certainement être soutenue par une partie parce que c'est un général qui était parti en retraite, qui avait été mis en retraite d'ailleurs par le président Bouteflika il y a une dizaine d'années de mémoire, ou 10 ou 15 ans, et c'est pas quelqu'un qui est vraiment issu du sérail du pouvoir, hein. Les généraux, il y en a beaucoup, et lui n'en fait pas partie. Bon, on va sonder un peu les auditeurs là par rapport à cette 5e candidature, 5e mandat du président Bouteflika. On s'y dirige en tout cas, à en croire les sources. 01 40 33 9000, c'est Mohamed qui nous appelle de Melun. Bonsoir Mohamed. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Alors de quel œil voyez-vous cette 5e mandat là? Écoutez, moi j'appelle pour pousser un gros coup de gueule, parce qu'on commence à en avoir marre. Moi je suis d'origine algérienne, je suis français d'origine algérienne. On commence à en avoir marre. On sait très bien que c'est pas Bouteflika qui dirige, on sait très bien que Bouteflika connaît même plus son prénom. Voilà. Après qu'il y a des lobbies qui dirigent, ça on le sait très bien depuis longtemps, depuis le coup d'État des années 90. Mais après, je vois pas pourquoi, en fait, c'est quand même des Algériens, je comprends pas pourquoi ils humilient
40 millions Vous prenez ça comme une humiliation, Mohamed? Le fait de persister, de continuer? Évidemment, on nous met par exemple, je me souviens d'une photo qui a publiée, Manuel Valls. Parle bien devant ton téléphone, Mohamed, parce qu'on a du mal à saisir des fois. Voilà. Oui, alors, vous m'entendez? Oui, là, parfait, nickel. Oui, je me souviens d'une photo que Manuel Valls avait publiée sur Twitter. Oui. Où est-ce qu'il montrait lui et puis Bouteflika ensemble, Bouteflika tel un cadavre, et puis qui disait que la discussion était très enrichissante. Ouais. Et puis tout le monde avait compris que c'était de la moquerie. Aujourd'hui, les Algériens, par base de Bouteflika, ils tracent leur chemin, parce que il y a plus moyen de se défendre. On comprend pas pourquoi. On sait très bien que c'est important. On comprend pas pourquoi aujourd'hui ils choisissent pas un pantin qui fait belle figure plutôt que quelqu'un. Il y a peut-être une lecture. Alors il y a peut-être une lecture qu'on pourrait faire. Pardon, Mehdi, je te reprends par rapport à ce que tu disais sur Ali Guidiri. Il a été quand même le numéro 2 de l'armée. Il a surtout été mis à la retraite en 2015, donc il y a pas si longtemps. Hein. Ah bah autant pour moi. Alors la date numéro 2 de l'armée. Ouais. Il s'occupait des ressources humaines. Absolument pas, non. Bah écoute, c'est les informations que j'ai. Non, c'était pas le numéro 2 de l'armée. Il n'y a pas de numéro 2 dans l'armée déjà. Mais c'était quelqu'un qui vient de la marine, si je me rappelle bien. C'était un. Alors j'ai plus tout en tête, mais non, il est. En tout cas, il avait un poste important au sein de l'armée et il a été mis en retraite en 2015. Il a été mis en retraite, il était derrière il faisait partie du clan, si on peut appeler ça comme ça, du clan Toufik, qui était l'un des grands généraux de l'ancienne DRS, les services intérieurs algériens. Oui. Mais non, c'était pas quelqu'un qui était tout en haut. Il faisait partie d'un clan, certes, comme tout le monde. T'es directeur des ressources humaines, Mehdi. Directeur des ressources humaines. Oui, bah voilà. Bon, ok, tu prends l'entreprise totale, tu prends le directeur de l'EDRH. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'organigramme? Non, c'est directeur de ressources humaines. C'est pas quelqu'un qui a une influence réelle sur la politique algérienne. Maintenant qu'il ait eu un poste élevé dans l'armée, bien entendu. Voilà. Mais sur la politique algérienne, il n'avait strictement. Parenthèse refermée, si tu veux bien. Alors Mohamed, par rapport à ce que te dit Mohamed. Vas-y Mehdi, par rapport à ce que dit Mohamed. Pardon, oui. Par rapport à ce que disait Mohamed, je disais il y a peut-être une piste de réflexion qui est la mienne et je détiens pas la vérité là-dessus. Oui. Mais je pense qu'il y a peut-être la volonté de plusieurs camps de se donner du temps. C'est de se dire que voilà, de toute manière. Ça fera un moment quand même que ça dure cette histoire. Oui, hélas, mais pour le moment, en tout cas, aucun accord n'ayant été trouvé pour que chacun puisse préserver ses intérêts de pouvoir, eh bien peut-être qu'il y a une volonté de se donner du temps et de dire bon voilà, il finira certainement pas le prochain mandat et donc on va essayer encore de négocier. C'est une piste, hein, je ne sais pas si c'est réel. En tout cas pour vous, Mohamed, si je résume un peu votre intervention, il s'agit d'une humiliation faite envers le peuple algérien. Hein. Oui, c'est une totale incompréhension de tous les Algériens. On comprend pas pourquoi. On choisit Bouteflika comme pantin et pas une autre personne. Il y a quand même 40 millions Merci Mohamed. Potentiel. Merci beaucoup en tout cas pour votre avis. 01 40 33 9000. Mehdi, je te pose la question clairement. Que va faire l'armée? Comment va-t-elle se comporter vis-à-vis de ce cinquième mandat? Est-ce qu'elle y est favorable? Il y a l'un des grands chefs d'état-major, Gaïd Salah, qui est plutôt du camp Bouteflika. Mais après, concernant les autres, je pourrais pas dire. Je suis pas dans le secret militaire. En tout cas, les grandes têtes de l'armée, celles qui tiennent vraiment l'armée actuellement, ils sont favorables. Ah oui, Proposer un cinquième mandat de Bouteflika sans avoir l'accord de l'état-major et des services de renseignement algériens, ce serait déclencher une guerre interne politique que personne ne veut. Est-ce qu'il faut craindre, et c'est la question que je vous pose là, au travers de ce cinquième mandat, est-ce qu'il faut craindre une espèce de tension qui s'opère et un règlement de compte? On voit d'ailleurs que l'opposition d'ores et déjà fait appel à des manifestations, des blocages. Est-ce qu'on peut craindre vraiment une paralysie en Algérie au vu de ce cinquième mandat? On peut vraiment le craindre concrètement, parce que déjà ne serait-ce que la jeunesse algérienne, elle prend conscience de ce qui se passe et donc elle évolue et donc elle prend conscience que elle a absolument pas envie que ce système perdure. C'est une évidence qu'on peut craindre les manifestations. En tout cas, il craint lui certaines choses. Sofiane Lakhdari est avec nous et il souhaite aussi nous apporter son avis sur ce cinquième mandat dont on parle. Sofiane, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Audrey, bonsoir Mehdi, bonsoir à tous les auditeurs.
Ouais, mais moi pour le moment, je me joins à 100% ce qui a été dit par Mehdi et Audrey, c'est-à-dire l'inquiétude totale. Et en plus, Mohamed quand il parle d'humiliation, tout à fait. Moi, je me sens humilié avec cette candidature, qui était déjà le cas dans le 4e mandat. Et avec le changement de la Constitution, où il a piétiné complètement. Bon, moi personnellement, ce que je vois, c'est que l'armée, pour le moment, avec Gaïd Salah, qui a fait un nettoyage énorme au sein de l'armée, ne pas oublier les 5 généraux qui ont été mis à la retraite. Ils ont été mis en prison pardon. C'est le chef de la 1re région, celui de la 2e région, de la 4e région, le général qui s'occupait de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire des hauts gradés de l'armée qui s'étaient opposés au 5e mandat et qui, monsieur Gaïd Salah, les a mis en prison pour détournement, pour corruption, etc. Alors qu'on sait pertinemment, c'est pas ça la raison numéro 1. Et ce qui inquiète encore plus, c'est que le général Gdiri, c'est un général-major, et qui avait écrit une lettre il y a un peu de temps sur le journal Ouatan et qui a subi une réponse mais foudroyante du général Gaïd Salah, où il l'a quasiment menacé. Et le gars maintenant il va vers cette candidature, il est soutenu par Brab. Ali Gdiri, il est soutenu, en vérité la première conférence a été faite par le journal Liberté qui appartient à Brab, et certains parlent que le QG de ce général, la villa qui appartenait à Brab, elle est mise à la disposition du général Gdiri pour mener sa campagne. Rien ne présage de bon, malheureusement. Vraiment, c'est un truc... Bon, on va voir ce qu'en pense Khalid qui est avec nous. Bonjour Khalid. Karim, pardon. Karim qui nous appelle d'où? Orléans. Bon, Karim, de quel œil voyez-vous cette nouvelle candidature d'un 5e mandat de Bouteflika? Bon, je voulais pas qu'on parle de ça, mais bon, bah voilà, comme on parle de ça, là. Dit, c'est un peu largement, c'est un peu Zarbi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, ton avis, Karim? Ah voilà, c'est sans plus, voilà. Ouais. Tout le monde peut Ouais, Karim. Ouais, parce que par contre, quand on parle d'un successeur à Bouteflika, mais parce qu'il n'y a pas consensus, c'est pour cette raison, parce qu'ils auraient pu mettre quelqu'un à leur place dans le clan qu'on appelle clan de Oujda. Ils auraient pu mettre un de leurs, mais malheureusement, mais dans l'autre camp, les gens, il n'y a pas l'unanimité au sein de l'armée. Ouais. Et là, maintenant, il y a une main de fer de Gaïd Salah. Jusqu'à quand il tiendra cette main de fer au sein de l'armée? Il faut rappeler qu'un général, un haut gradé, général Ben Hadid, c'était l'ancien de la 8e BB, de la 3e région militaire, il est en prison jusqu'à maintenant parce qu'il s'est opposé au 4e mandat. Et à l'époque, personne n'en avait parlé. Mais là, pour le moment, avec la succession, même, je vais donner une information, peut-être le journal Ouatan hier, vrai ou faux, on ne sait pas, il y a 13 colonels ou lieutenants-colonels qui ont été mis en prison hier. Avec une sanction faite au fils de Ali Gdiri, parce qu'il a son fils au niveau des services de renseignement qui a été muté dans le sud. Le frère de Ali Gdiri, il a été muté dans le sud, alors qu'ils ont fait leur service, les 5 années obligatoires au niveau du service. C'est pour dire qu'il y a des règlements de compte de haut rang et qui ne présagent rien de bon, malheureusement, pour le moment. En tout cas, Christophe, je voulais dire un ou deux trucs vite fait. Ouais, carrément. Déjà, je voulais dire à Audrey que j'ai trop aimé son intro, c'était trop bien. T'as assuré, Audrey? C'était trop classe, trop bien. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est le truc de Macron sur les universités, là. Ouais. Mais aussi beaucoup de présidents d'universités, j'ai lu ça. Ouais, qui sont contre et qui ne feront pas ça. Hein. Oui, il y en a 5 au total. Il y a, je crois, il y a Rennes, il y a. J'espère qu'il y en a encore plus même. Ouais. Et merci. Une dernière chose, et on va voir qu'est-ce qu'on dit, Sofiane. Donc, tu vois, il y a eu le pape qui est venu aux Émirats ou je sais pas quoi là. Oui. Et donc, Sofiane, les Émirats là, eux, ils sont dans l'histoire avec la guerre au Yémen ou la Chinois. Oui, il faut pas de prendre tous les ports. Pour moi, c'est une mascarade, la Hajj à dire. Absolument. C'était une mascarade, il faut Merci Karim. Bon, je vois que Mehdi se marre en écoutant tout cela. Non mais revenons si vous le voulez bien, et auditrices, auditeurs, prenez la parole parce que je sais que c'est compliqué, on s'interroge, on est inquiet aussi pour l'Algérie et de ce qui peut-être va arriver au travers de ce 5e mandat. Mais rappelons quand même le contexte du 4e mandat déjà. C'était dans le contexte, alors on nous avait sorti à l'époque le fait qu'on puisse éventuellement déstabiliser l'Algérie. On était en pleine guerre en Syrie, dans les pays arabes. À la limite, ça pouvait se tenir. Mais là, qu'est-ce qui tient et quel est l'argument principal, je veux dire, que l'on peut servir au peuple pour accepter ce 5e mandat? Ça devient très compliqué, Mehdi, là, non?
Ça ne tenait pas. Tu dis ça pouvait se tenir. Non, ça ne tenait pas à l'époque. Il a pas fait campagne. Bouteflika à l'époque ne parlait déjà plus. Il n'a pas fait campagne. Donc on ne peut pas parler d'une élection où vous avez quelqu'un qui n'a même plus la faculté de parler. Là on est dans la science-fiction, dans la politique fiction. Enfin c'est pas de la fiction. Il y a pas de réelle analyse parce que tout est tellement flou. Les choses vont se décanter rapidement dans les mois qui viennent. Là à mon avis dans le mois qui vient même, on va avoir beaucoup plus d'informations et des gens vont se déclarer, notamment derrière les uns et les autres. Ouais. Mais au-delà de ça aussi, je voulais préciser une chose. Oui, autrefois, l'Algérie il y avait un parti unique, il y avait un candidat unique. Le FLN. Et donc le FLN, oui, avec de la diversité au sein d'un parti. C'était un système un peu spécial, mais c'était le cas. Là aujourd'hui, on a une centaine alors en plus parce qu'il n'y a pas que l'élection de la candidature de Bouteflika qui est un affront à la politique algérienne et au pays algérien, il y a aussi toute la centaine de candidats tous aussi exotiques les uns que les autres. Donc aujourd'hui, tout le monde se présente à l'élection présidentielle algérienne et il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors tout le monde y va de sa vidéo YouTube. L'Algérie a changé clairement. Clairement, l'Algérie a changé. Il y a eu 130, je crois, dossiers de candidature qui ont été retirés, je crois, si je ne m'abuse. Le chiffre 130, a priori. Mohamed est avec nous. Je crois qu'il appelle de Lyon aussi, Mohamed. Ouais, bonsoir. Ouais, Lyon. T'es un voisin de notre ami Chebaïki, là, hein? Exactement, ouais. Bon, alors Mohamed, de quel œil voyez-vous ce 5e mandat arriver ou pas d'ailleurs? Moi, comment je vois ça? Moi, déjà, je suis d'origine algérienne, donc je suis très inquiet et je me doutais qu'ils allaient nous faire ça. Je sais pas si Sofiane, il est dans le coin, il est là? Il est là, Sofiane, il est là. Okay, moi, j'ai une question à te poser, Sofiane, concrètement. Il y a quelques années, il y avait 2 ou 3 comme ça, propos qui traînaient, rumeurs. On se disait que après la Syrie, la Libye, et voilà que le Venezuela, on est à peu près dans les temps. Est-ce que l'Algérie serait pas la prochaine avec ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas est-ce que la rumeur, elle n'est pas en train de se... Ah oui. C'est ce qu'avait dit. C'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en off après la Syrie et l'Algérie, hein. On rappelle quand même. C'est ça. Moi, il y a une carte géographique d'un think tank américain où tous ces pays doivent disparaître, c'est-à-dire la disparition, la dislocation de tous les pays. C'est un think tank américain. Après, maintenant, on sait pertinemment qu'il y a des forces américaines au Niger. Il y a des bases, des drones au niveau de la Tunisie qu'on a offert aux Américains. Il y a les Français qui sont dans le sud au Mali. Vous avez dernièrement la visite de Benjamin Netanyahu au Tchad. Et à ce qui paraît, il y a des gisements où ils sont en train de parler avec le Maroc afin de transiter ces tunnels à travers le Maroc ou peut-être demain vers l'Algérie. Mais c'est clair qu'il y a une déstabilisation qui est prévue. Mais sauf que là, on donne le bâton pour se faire battre. Voilà, donc on est là-dedans, quoi. Donc concrètement, l'Algérie serait prochainement susceptible de déstabilisation, mais peut-être avec cette traîtrise de ces 4 salopards qui ont, moi je pèse pas mes mots, mais malheureusement je les considère comme des traîtres à la nation, en nous présentant un candidat mort. Un 5e mandat, ils auraient pu au moins présenter un candidat debout, mais là ils sont en train de toucher l'âme de tout Algérien. Moi personnellement, je suis d'accord avec la politique internationale. Je suis comme toi, je suis dévasté, je m'attendais pas, je pensais que, je m'étais dit ils vont pas oser. Et j'avais des doutes parce que ils veulent pas lâcher l'affaire, ces gens-là, ils veulent pas lâcher l'affaire. Et l'Occident les aide parfaitement là-dedans. Et moi, je suis inquiet comme toi. La suite, franchement, je suis inquiet. Moi, c'est surtout la lutte entre des militaires, des chefs militaires, c'est ça qui me préoccupe encore plus. Avant, c'était des consensus, mais là, qu'il y ait des gens, 5 généraux qui les mettent en prison alors que les bruits circulaient comme quoi qu'ils étaient contre le 5e mandat, des généraux gradés, des colonels qui vous mettaient en prison, etc. J'espère que le journal Watan nous a donné une fake news, mais rien ne prédit de bon. Pour le moment, le seul militaire, le seul chef qui est dans l'armée, Gaïd Salah, qui est avec le 5e mandat, mais les autres sont tous contre. Même merci Mohamed. J'aimerais rappeler deux choses rapidement, historique. C'est une parole de Ben Nabi, c'était de Malek Ben Nabi, un des grands sociologues algériens, qui disait que si on a été colonisé, c'est qu'on était colonisable. Et j'invite tout le monde également à regarder les dernières années de la régence d'Alger. Ce qui se passait à l'époque. Et voilà, j'invite les gens à aller, ne serait-ce que sur Wikipédia, regarder la fin de la régence d'Alger, le pouvoir, comment cela se fait. Bon, c'est édifiant. Merci Mohamed, merci beaucoup Sofiane. De toute façon, on sera emmené à en reparler. Hein. Merci messieurs, merci beaucoup mon Sofiane. Merci. Juste pour les candidats, ils ont déposé leur candidature. Il y a un, par exemple, il a donné même un délire mystique en quoi qu'il était le Mahdi. Pour dire voilà, mais le malheur en Algérie, c'est que ça a été véhiculé par les chaînes privées qui font le show en vérité, ils font de l'argent sur Merci mon Sofiane, bonne soirée à toi. Bon courage à vous. T'inquiète pas. Bonne soirée, Sofiane. Dans un instant le zapping.
Y2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Mehdi Chebaiki, avec Audrey Pronosti évidemment de l'Algérie, et on va en reparler forcément. Et nous aurons dans quelques jours aussi l'interview que tu as réalisée, ma chère Audrey, de Sofiane Gilali, qui est lui candidat aussi pour cette élection au mois d'avril. Non, il n'est pas candidat. Non, il n'est pas candidat. Ah d'accord. Il fait partie. Pardon, autant pour moi. Il n'y a pas de problème. Il fait partie du parti Al-Muatana, mais Al-Muatana regroupe d'ailleurs plusieurs partis. Pardon, c'est plutôt un mouvement. Et non, il n'est pas. D'accord. Donc il nous donnera son avis quand même. Tu l'as interrogé. Voilà. Donc très bientôt sur France Maghreb 2. Je vous donne quelques informations en bref pour vous dire qu'au Venezuela, eh bien la situation se complique au vu de ce qui s'est passé hier avec ces pays européens qui reconnaissent donc cet président autoproclamé. Maduros donc a rejeté l'ultimatum lancé par les différentes chancelleries, en premier lieu les États-Unis. Vous dire qu'il y a eu un grave incendie cette nuit évidemment à Paris, et que la suspecte, puisque a priori cet incendie est d'origine criminelle, sa garde à vue vient d'être levée. Elle a été admise à l'infirmerie d'un hôpital psychiatrique, donc a priori elle va être elle avait des problèmes apparemment psychologiques importants. Une femme de 40 ans qui serait à l'origine de l'incendie. Une femme de 40 ans d'ailleurs qui a reçu 10 minutes avant le départ du feu la visite de la police. C'est ce que nous a révélé LCI ce matin. Suite à une querelle de voisins. Le bilan est quand même lourd, messieurs dames. 10 morts. C'est le bilan donc de ce terrible incendie survenu cette nuit dans le 16e. Un petit tour par le zapping de ce qu'il ne fallait pas ou pas rater à la télé, à la radio. Et pour commencer, les lobbies tentent-ils de profiter du grand débat pour s'y inviter? C'est ce qu'a fait comme découverte, en tout cas assez étonnante, le journal de France 2 d'hier soir, le 20h. Écoutez. Soit 12% du total. En numéro 2 et 3 apparaissent les mots stop et 80 en référence à la limitation de vitesse à 80 km/h. Vous allez voir que cela n'a rien d'un hasard. Les 2/3 de ces plus de 8000 contributions sur les 80 km/h contiennent la même phrase. Laissez-nous adapter notre vitesse aux conditions de circulation. Un texte recopié des milliers de fois par des internautes. Nous avons retrouvé l'un d'eux, il souhaite rester anonyme. C'est la Ligue des conducteurs qui m'a envoyé un mail en me disant profitez du grand débat pour faire savoir si vous n'êtes pas d'accord avec la limitation à 80. Donc j'ai utilisé le mode d'emploi que m'avait envoyé donc la Ligue des conducteurs. J'ai repris leur texte. Une campagne de communication. À l'origine, 7 emails envoyés le 24 janvier par la Ligue de défense des conducteurs. Il vous suffit de copier-coller la réponse suivante. Laissez-nous adapter notre vitesse aux conditions de circulation. Incroyable quand même, les lobbies profitent du grand débat pour faire passer des messages, Mehdi. Oui. Mehdi est parti? Oui, il est parti, Mehdi. Bon. Ça fait un peu. Mehdi, il est où? Bon. Ouais, ça fait un peu message subliminal. Audrey. Ça fait un peu message subliminal. Ah, il est là, Mehdi. Oui. Alors. Non, je disais simplement que c'est tout à fait normal. Il manquerait plus qu'il n'utilise pas ce grand débat, enfin cette grande lessive macronienne, pour faire passer des messages. Je veux dire, moi le premier, si j'avais les moyens de lancer un message national, je n'hésiterais pas à le faire, c'est tout à fait normal. Audrey, tu trouves ça normal, toi? Non, là, franchement, je vois pas la légitimité dans le sens où, alors, comme je disais, ça fait un peu message subliminal, secte, et puis surtout, je vois pas l'intérêt. Concrètement, faut pas non plus, faut pas tout mélanger, parce qu'après, c'est pas crédible, en fait, même au niveau des requêtes, donc, non, là, je vois pas. En tout cas, voilà, découverte du journal de France 2. Sinon, Jérôme, qu'est-ce qu'il avait dit? Audrey. Oui? Audrey, quand tu me dis c'est pas normal, c'est pas crédible. On est bien face à un président, à un candidat qui fait ça comme. Oui, d'accord. Donc, au nom de quoi est-ce que d'autres lobbies n'en feraient pas de même? Oui, mais ce que je veux dire, en gros, je suis pas en train de dire que c'est normal, et je suis pas en train de dire qu'il faut pas être étonné. Je dis juste que je cautionne pas ça, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Ah, tout le cirque, d'accord, ok. Bon, ça. Alors le cirque, il y en a peut-être par là aussi. Jérôme Rodriguez, vous connaissez, celui qui a été blessé par un flashball. En tout cas, il était l'invité de C'est à vous, et il s'adresse à Emmanuel Macron. Il a besoin d'avoir un référendum pour comprendre que les gens ont besoin de vivre décemment de leur salaire. Il a besoin d'un référendum pour comprendre que la France va mal. Ça fait 2 mois. Excusez-moi, à un moment donné, je sais pas, allume la télé, Manu, parce que tu verras que la France va mal. Ou rends-toi dans les foyers, tu verras que la France va mal. Excusez-moi, je le tutoie, il m'a tiré dessus, on a un lien particulier aujourd'hui.
Voilà, Jérôme Rodriguez, donc qui s'adresse à Emmanuel Macron. Et puis tiens, pour finir, la femme du boxeur, vous vous en souvenez, le boxeur de CRS, Karim Détinger, sort de son silence et s'exprime. Si Karim Détinger est sorti de son silence, c'est aussi pour réagir aux propos tenus par le président de la République. Emmanuel Macron a commenté cette vidéo devant des journalistes et publiée par nos confrères du Point. Le boxeur, la vidéo qu'il fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. Ça se voit. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan. Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Mon mari a fait des études, il est responsable, il travaille, on paye nos impôts, on est français, on est des citoyens honnêtes et on nous rabaisse. Aujourd'hui, on est anéantis avec mes enfants. Mon mari ne mérite pas sa place en prison. Le rapport qu'il est toujours en prison, donc jusqu'à la tenue de son procès, et ça sera, je crois, le 13 février prochain. Un petit mot là-dessus rapide, vous deux. Oui, concrètement, non seulement je soutiens les propos de la femme, de sa femme, mais non seulement je trouve ça très pertinent. Vraiment, je trouve ça très très pertinent. Mehdi, le dernier mot pour toi. Sur les gilets, non, j'ai rien à dire là-dessus. Ah bon, rien à dire sur le fait que tu trouves ça normal que le mec se retrouve en prison, en détention, etc. Il faut la comprendre. Écoute, c'est simple. Qui se retrouve en prison. On a bien vu quelqu'un cogner un policier à coups de poing. On l'a vu. Oui, mais dans le même temps, on a bien vu un policier cogner des gilets jaunes. Il est toujours en liberté et tranquillement, quoi. Ça, c'est anormal. Eh ben voilà. Non, mais le sujet concrètement, c'est une femme qui est en train de défendre son mari et le nom de sa famille qui est spoilé en fait. Et c'est pour ça que. Ouais, mais ça a été des propos qui ont été. C'est pas des propos qui ont été donnés en public. Faut le reconnaître aussi. Ouais, absolument. Bon, merci mon Mehdi. En tout cas, bonne soirée à toi. Merci Audrey, merci Christophe. Merci Mehdi. Merci Audrey qui a été agressée par Medjahed à l'instant, en direct, tentative d'agression sur la personne d'Audrey. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain pour évidemment le LGF pour ne rien vous cacher. Je ne sais pas qui sera là demain. C'est un peu le bordel dans l'équipe en ce moment. Il y a une espèce de vent de révolte là en ce moment. On va remettre de l'ordre. Ça va être vite fait, vous allez voir. Demain 16h, on sera là en tout cas mes amis. Bonne soirée à tous. Dans un instant, vous l'avez entendu, il est là, Medjahed. Juste après le rappel des titres, parce qu'il est 18h déjà, messieurs dames. 1 minute. Et c'est Benoît Grossin pour le flash. Bonsoir. À une très large majorité par 387 voix contre 92, la loi anti-casseurs vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée. Comme prévu des députés de la majorité, 50 députés de La République En Marche se sont abstenus. Pas de carton rouge, aucun LRM n'a voté contre le texte controversé présenté par le mouvement Les Républicains et qui prévoit des interdictions administratives de manifester et la création d'un délit de dissimulation de visage. Les députés se sont prononcés au moment où s'achevait place de la Concorde, tout près du Palais Bourbon, le défilé parisien organisé par la CGT avec la participation de Gilets jaunes dans le cadre d'une journée d'action nationale pour une hausse des salaires et plus de justice fiscale. La police a compté 18 000 manifestants, la CGT au moins 30 000 dans la capitale. La piste d'un incendie volontaire est privilégiée après le drame la nuit dernière dans le 16e arrondissement. Plusieurs départs de feu ont été repérés dans l'immeuble ravagé par les flammes. Le bilan est lourd, 10 morts, plus de 30 blessés dont un dans un état critique. Une femme âgée de 40 ans, habitante de l'immeuble, actuellement en garde à vue, soupçonnée d'être l'auteur, a été interpellée en état d'ébriété à proximité alors qu'elle tentait de mettre le feu à une poubelle et à une voiture. Il n'y aura sans doute pas de mariage entre Alstom et Siemens. Selon le gouvernement, la Commission européenne devrait recommander une décision négative au projet de fusion après le refus des deux groupes ferroviaires français et allemands de répondre aux demandes supplémentaires de Bruxelles de cession d'actifs au nom du respect des règles de la concurrence dans l'UE. Avant les Oscars, il y a les Golden Globes aux États-Unis. Avant les Césars, il y a les Globes de Cristal en France pour la 14e édition. Les prix décernés par les journalistes de l'art et de la culture ont récompensé notamment Les Chatouilles, sacré meilleur film. Vincent Lacoste qui a obtenu le trophée du meilleur acteur pour Plaire, Aimer et courir vite, et Philippe Catherine celui de meilleur acteur de comédie pour son interprétation dans Le Grand Bain. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.